Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire Sur la brèche. C'est un homme de culture que je reçois pour vous aujourd'hui. Étienne Minungou est l'invité de ce dimanche. Comédien, metteur en scène, dramaturge, entrepreneur culturel, il est notamment le promoteur des Récréatrales, un festival axé sur des résidences de création dramatique. Étienne Minungou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Nous avons 1 heure pour décrypter, commenter, analyser l'actualité nationale et internationale. C'est la vocation de cette émission Sur la brèche qui entend ainsi offrir sur la télévision publique un espace d'opinion pluriel et concourir d'une certaine façon donc à la libération de la parole publique dans l'espace public burkinabé. Mais avant, je voudrais qu'on commence par faire plus ample connaissance avec vous. À commencer par cette question simple. Vous êtes un homme de théâtre, vous êtes metteur en scène, vous êtes promoteur de festival. Comment est-ce que vous êtes arrivé au théâtre? Je vous remercie beaucoup, M. Koulibaly, et je remercie vos téléspectateurs de prendre de leur temps pour écouter notre entretien, notre échange. Vous avez dit que c'est un espace du débat public qui participe à l'élargissement de la parole à tous les citoyens. C'est une belle chose. Et je suis heureux que cette émission qui reçoit tout le monde, y compris aussi des marginaux comme nous, c'est-à-dire des artistes qui n'ont pas forcément parfois la primeur des espaces pour exprimer leur opinion et leur point de vue sur le monde. Et de ce point de vue-là, c'est une très très belle chose et je vous en remercie. Je remercie beaucoup la télévision nationale du Burkina Faso. Alors, comment est-ce que je suis venu au théâtre? Je voudrais que la plupart de ceux qui vont me suivre ne viennent pas au théâtre comme je suis venu, parce que je suis venu au théâtre par hasard. Par hasard, ça veut dire que, voilà, je n'ai pas fait une école spéciale de théâtre, mais c'est au petit séminaire de Basse-Courée où j'ai fait mon secondaire. Et c'est là que j'ai commencé à les déclamations, les récitals. Mais il y a aussi une troupe de théâtre. Il y avait un espace qu'on appelait Hyde Park. Et à cet espace-là, et régulièrement, il y avait des productions théâtrales. Et nous avons vu, quand je suis rentré au petit séminaire, j'ai vu cet espace vivre. Et puis j'y ai pris part, j'y ai joué, j'y ai pris goût. Et une fois que je suis arrivé à Ouagadougou en 1989, après le baccalauréat pour faire l'université, au département de sociologie, je suis d'abord allé m'inscrire à la chorale Saint-Camille pour chanter, enfin pour retrouver un groupe, pour retrouver une famille. Je venais donc du petit séminaire, j'étais villageois un peu seul dans la ville de Ouagadougou, ne connaissant pas la vie urbaine. Et j'avais besoin d'un espace d'échange et de partage, c'était à la chorale Saint-Camille. Et c'est lors d'une de nos répétitions que nous avons reçu une invitation pour aller voir une pièce de théâtre. Et c'était à la Maison du Peuple. Et cette pièce de théâtre était jouée par la troupe de feu Jean-Pierre Guingané, paix à son âme, le théâtre de la fraternité. C'était une pièce de sensibilisation, Papa, oublie-moi. Elle était magnifique. C'était la première fois que je voyais un théâtre professionnel, grandiose, dans une très grande salle, pleine, à la Maison du Peuple. Et le lendemain matin, j'ai interpellé dans les couloirs de l'université le professeur Jean-Pierre Guingané et je lui ai dit, je voudrais faire du théâtre. Et il m'a dit, viens et suis-moi. Et depuis lors, je suis resté avec lui. Alors, mais vous avez quand même fait des études de sociologie. Est-ce que vous n'avez pas été tenté par une vie de fonctionnaire ou de consultant ou, comment dirais-je, d'acteur du développement dans une ONG? C'était peut-être beaucoup plus sécurisant que de se retrouver quelque part comme artiste. Oui, mais vous savez, d'abord, au théâtre de la fraternité, avec Jean-Pierre Guingané, ça a été une véritable passion, découverte d'une vraie passion. Mais en même temps aussi, les nécessités de la vie. Je devais terminer mes études, faire mes études, parce que vous savez, bien sûr, c'était une troupe dont la pratique était professionnelle, mais animée par des artistes et qui étaient à la fois des fonctionnaires, des étudiants, des élèves, mais aussi des gens qui travaillent dans le secteur informel, des menuisiers et Bref, donc une fois que j'ai terminé mes études, il fallait quand même que, parce que j'ai une vie personnelle au niveau de ma famille où j'avais la responsabilité de mes frères et sœurs, il fallait quand même que je trouve quelque chose à faire pour pouvoir nourrir cette famille que je portais depuis un certain temps. Et donc j'ai passé le concours de l'INC, l'Institut des sciences et de l'éducation, pour sortir professeur des lycées et collèges.
mais tout en continuant quand même à pratiquer le théâtre, tout en continuant à animer la vie du théâtre de la fraternité, tout en continuant à faire les tournées dans les villages, en continuant à faire aussi les tournées dans les festivals à la fois en Afrique et en Europe avec Jean-Pierre Guingané. Mais c'est au fur et à mesure que tout ceci grandissait, devenait assez important que je pensais qu'il était peut-être utile que je change radicalement de voie et que je démissionne de la fonction publique et que je me consacre entièrement au théâtre. Alors, comédien, homme de théâtre, vie d'artiste, vie de saltimbanque, vie de marginal, comme vous l'avez dit tantôt, est-ce que quelque part cette caricature ne vous met pas mal à l'aise? Ah non, absolument pas. Quand je dis marginal, c'est saltimbanque, c'est une manière de regarder. L'artiste est un homme qui se met de côté. J'ai l'habitude de le décrire comme étant un homme penché, celui-là qui est ancré, dont les pieds sont ancrés dans la réalité de la vie quotidienne de ses concitoyens, c'est-à-dire qui peut en prendre la respiration tout entière, mais en même temps aussi penché vers l'avenir, vers quelque chose, vers un rêve, et toute sa tension d'inspiration, toute sa création est de faire en sorte que là où il a les pieds plantés, au sein de sa communauté, il tire cette communauté-là vers le rêve qu'il voit. Et c'est ça, pour moi, la création. Donc c'est une posture qui, à mon avis, est une posture exaltante. Un artiste, ce n'est pas un paria. Un artiste marginal, c'est-à-dire qu'il est à la marge, mais à la marge dans une vigilance de rapport entre la société qu'il observe et la société qu'il voudrait créer. Et cette marge-là est son lieu de création, est son lieu le plus, je veux dire, le plus intime à lui-même, mais en même temps aussi le lieu où il est le plus proche possible de la société. Est-ce que vous avez le sentiment que les artistes aujourd'hui sont compris? Quel regard vous jetez véritablement sur leur place dans la société burkinabé, par exemple? Il n'y a aucune société qui ne porte dans son imaginaire, dans sa manière de penser le monde, de regarder le monde, dans sa mythologie, il n'y a aucune société qui n'accorde pas une place très importante aux artistes. Que ce soit ceux de la chanson populaire, que ce soit ceux des traditions orales, que ce soit ceux qui sont dépositaires de notre savoir-faire, notre savoir-être, de notre mémoire, dans les villages, dans les campagnes, ou que ce soit les artistes modernes qui portent aujourd'hui nos espoirs à travers la musique, à travers le théâtre, à travers le cinéma, à travers la danse, à travers la peinture, la sculpture. Ces artistes-là, parce qu'ils portent la mémoire collective, parce qu'ils nourrissent notre imaginaire et parce qu'ils nous aident à vivre finalement, eh bien, toute société devrait les protéger. Et c'est pour ça que tous nos combats, pour qu'on puisse trouver les moyens pour protéger nos artistes, c'est parce qu'en protégeant les artistes, eh bien, on protège la possibilité de notre société de devenir. Alors, on pourrait dire de vous que vous êtes un artiste engagé. On se souviendra qu'au temps chaud des discussions ou du débat, en tout cas politique, sur la révision de l'article 37 et la mise en place du Sénat notamment, vous avez pris votre plume pour vous insurger contre justement cette façon de voir les choses, contre ce projet-là. Vous avez pris part également donc, aux différentes luttes qui ont été engagées et qui ont abouti à cette insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Quel est le sens de votre engagement? Le sens de cet engagement, ce n'est pas le mien seulement, c'est l'engagement lui-même de l'art. C'est l'engagement de tous ceux qui croient à l'art. L'art résiste contre la mort. Et tous les espaces où la vie est menacée par la prédation du politique, où la vie est menacée par la privation des libertés, la vie est menacée par la médiocrité et la corruption, c'est là commence le travail des artistes et le travail de l'art. Si je me suis engagé parce que je suis un citoyen comme tout le monde s'est indigné, mais je me suis engagé davantage parce que tout simplement, mon métier m'engage. L'art, comme disait Somi Laboutansi, c'est lui qui vous engage, il est engageant. L'une des critiques quand même qu'on formule à l'encontre des intellectuels africains et des artistes comme vous en Occident, c'est quelque part de se complaire dans une certaine vie d'aisance matérielle et de confort intellectuel pour porter la critique sur la gouvernance sur le continent alors que vous-même, vous êtes quelque part en marge de ce qui s'y passe. Ça dépend de ceux qui sont en marge. Nous sommes tous les jours au quotidien du travail. Et c'est de ce quotidien du travail, de cette réalité-là que nous tirons notre inspiration. Alors, vous faites bien la part des choses. Il y a effectivement une posture de résistance, qui est une posture théorique, qui est une posture, quelque part, de carrière, parce qu'on peut faire carrière dans la résistance. Ça se sait aussi. Mais
choisir de faire le métier que nous faisons, avec les doutes, avec la possibilité de manger ou de ne pas manger, d'avoir ou de ne pas avoir, la possibilité aussi d'être inquiet tout le temps sur le devenir des choses, etc., eh bien, ce n'est pas une situation confortable, mais c'est une situation de nécessité. Nous ne pouvons pas... il y a Serge Aimé Coulibaly, un chorégraphe danseur burkinabé que vous connaissez, qui a fait Kalakuta République, une pièce chorégraphique sur Fela Kuti, et celui-là aussi qui avait travaillé avec Smoké sur Nuit Blanche à Ouagadougou lors des récréatrales en 2014, et qui dit une chose très juste. Un artiste, et moi je fais le parallèle, un intellectuel qui vit dans un pays où 80% de la population se couche le soir sans avoir mangé à sa faim, sans savoir comment éduquer son enfant, sans savoir comment se soigner, il a une obligation d'engagement. Il a une obligation d'être lucide. Et c'est pourquoi tous les artistes de ces espaces-là, que je vous cite, donc de nos pays, tous les artistes sont obligés de s'engager. Sinon, ils manquent à leur devoir. Mais vous n'ignorez pas qu'il y a aussi un courant de pensée qui estime que l'art doit être fait rien que pour l'art, pour le beau, pour l'esthétique. Oui, mais pour moi, c'est une façon d'interpréter. L'art pour l'art, c'est aussi un défi au temps. C'est poser un acte, pas pour revendiquer quelque chose aujourd'hui, mais pour résister au temps. Quand vous regardez les peintures rupestres aujourd'hui dans nos sites du patrimoine immatériel, quand vous regardez un certain nombre de rites qui sont transmis depuis 300 ans dans nos communautés, et quand vous regardez certains masques, ils ont servi à quoi? Ils n'ont pas servi particulièrement à quelque chose d'utile. Ils ont servi à vivre. L'art pour l'art, dans la vérité de son sens, ce n'est pas l'art gratuit. C'est l'art qui nous aide à vivre et c'est l'art aussi qui nous aide à traverser le temps. Et c'est l'art qui témoigne de nous quand nous ne serons pas là et que nous laissons à nos enfants, aux générations qui viennent. Alors aujourd'hui, vous vivez plus en Belgique qu'au Burkina. Henri Lopez Antribalique a parlé de la fuite de la main habile. Peut-être que pour faire dans l'air du temps, on parlera dans votre cas d'une certaine forme d'immigration choisie. En tout cas, si on veut être en phase quelque part avec le vocabulaire du moment, est-ce que vous reconnaissez dans cette façon déjà de voir les choses? Non, pas du tout. D'abord parce que je fais partie de cette génération où on peut dire qu'on est dans l'ubiquité. On vit ici et là. Et on traverse les espaces. Évidemment, c'est une chance. Mais cette chance-là, il faut la prendre et en faire quelque chose de fertile et quelque chose de partageable. Donc d'aller et venir, vous me dites, je suis pratiquement 6 mois de l'année par an ici depuis 20 ans, à cause d'abord des récréatrales, à cause de mon travail, etc. Mais c'est vrai que nous faisons partie d'une génération de gens qui n'ont pas véritablement d'espace fixe, mais parce que c'est le temps. Et on bouge avec ça. Et je trouve que c'est une richesse. Et c'est comme ça aussi que, par contre, la préoccupation, c'est d'être toujours s'ancrer. Là, je reviens du village, là. Je suis revenu très vite pour pouvoir participer à votre émission, avec beaucoup de plaisir. Je suis allé voir la famille et je me suis réjoui avec les populations de savoir qu'on a eu, depuis tout ce temps, la première vraie pluie qui est tombée. Et ce matin, les gens se posaient la question, est-ce qu'on va à la messe et ensuite on va au champ, ou bien on attend quand même d'aller au champ lundi parce qu'il faut... Bref, rester très près de sa communauté, de sa société, rester très près de chez soi, c'est la meilleure façon de voyager vers les autres. Et c'est ce qu'on fait. Alors, sans transition, je voudrais que l'on aborde maintenant les questions d'actualité de cette semaine, à commencer par la crise au MIDEFID, au ministère donc de l'économie, des finances et du développement, qui n'en finit pas d'alimenter en tout cas la polémique et de crisper, de cristalliser quelque part les positions. Comment est-ce que vous analysez ce conflit social qui apparaît quand même quelque part de par sa durée et de par ce qui s'y passe comme un conflit majeur? Comment est-ce que je l'analyse? Je crois que la plupart des spécialistes l'ont déjà analysé, les réseaux sociaux l'ont analysé, les gens ont commenté ce qui se passe. Pour ma part, je suis triste, tout simplement parce que on pouvait attendre quelque chose de plus grand, de plus fort, après toutes les luttes que nous avons menées, d'abord contre la dictature, toute la résistance
de tout le peuple contre le coup d'État, toute la fierté que nous avons tous eue de la part de la communauté internationale, de l'Afrique et du monde, sur ce que le peuple burkinabé a engagé, a obtenu, pour finalement tomber sur des élections libres, démocratiques de l'histoire, pour installer un pouvoir qu'on peut critiquer de toutes les façons, mais qui est légitime. Et que donc, à la sortie de cela, la période qui s'ouvrait pour les Burkinabés était une période où, dans les enjeux de reconstruction du pays, on pouvait aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie. Je vous dis que je viens du village, là. Et je vois comment les gens sont dans l'angoisse d'une saison pluvieuse. Les gens ont l'angoisse de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Il y a 1 700 000 personnes qui sont quand même dans une détresse alimentaire. Et nous sommes aussi dans un pays attaqué et qui fait que certaines zones de notre pays, il n'y a pas de quiétude, y compris dans la capitale. Ce moment-là exige de la part de tous une forme d'honnêteté. D'honnêteté, alors politique, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, l'opposition, et les forces sociales en présence, les syndicats, la société civile. Cette honnêteté-là, c'est de regarder en se disant, tiens, les enjeux les plus importants, c'est la vie maintenant. Et cette vie-là, nous devons la protéger par le dialogue, par la tempérance, de manière à permettre qu'en sortant de cette longue période dans laquelle nous nous trouvons avec les défis importants, nous puissions reconstruire peut-être un pays où il fait bon vivre pour chacun. Nous nous sommes battus pour la liberté et la dignité. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression qu'on se bat pour le couscous et le riz sauce. C'est vrai, c'est important. Mais est-ce que vous êtes en train de prôner une sorte de trêve sociale et politique pour ce premier quinquennat du président Roch Kaboré? Est-ce que dans votre propos, c'est ce qu'on doit comprendre? Non, ce n'est pas ce qu'on doit comprendre. Ce qu'on doit comprendre, c'est que moi, j'ai besoin tout simplement qu'on sorte, comme vous disiez, de nos conforts. Parce que ce sont les élites intellectuelles, ce sont les élites urbaines qui monopolisent justement la parole. Mais quand vous allez ailleurs, les gens ont d'autres préoccupations, c'est manger. Matin, midi et soir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir, la saison des pluies, comment ça va se passer. Et en même temps, leur préoccupation, c'est l'éducation, leur préoccupation, c'est la paix. Nous ne sommes pas à la hauteur des attentes de ceux qui nous ont donné la possibilité de penser et de rêver et de créer pour eux. Je demande donc une honnêteté politique. Je demande une honnêteté dans les luttes. Je demande quelque part qu'on puisse considérer que nous avons une chance formidable de refonder les fondements même de notre vivre ensemble et que cela passe de part et d'autre des sacrifices et que ça passe aussi par l'écoute de tout le reste de la population qui nous regarde et qui se disent mais de quoi ils parlent. Alors, toujours est-il qu'en ce qui concerne cette crise, le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi. Et le gouvernement, pour sa part, envisage le recrutement de personnel d'appoint, notamment des retraités et des bénévoles, pour faire face, en tout cas, à la désertion des administrations de l'économie et des finances par les travailleurs traditionnels qui y sont affectés. Selon vous, est-ce que c'est une perspective pertinente ou vous direz plutôt que c'est une mauvaise solution à un vrai problème? Monsieur Jérémy Koulibaly, j'en sais absolument rien. Je sais seulement qu'il faut que les uns et les autres se parlent. Il faut qu'on revienne à la table de la négociation et que par honnêteté, on puisse dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Tout simplement. Et qu'on dise la vérité aux Burkinabés. Parce que c'est au nom de ces Burkinabés que chacun de nous se lève le matin et dit qu'il va au travail. C'est au nom de l'intérêt général. Mettons l'intérêt général au centre de la table et on va trouver les solutions. Dans les moments les plus difficiles de notre pays, le consensus, le dialogue et la discussion, la forme de la recherche de la sérénité, la recherche de la cohésion nous a permis de sortir des impasses qui pouvaient nous coûter très cher. Nous sommes de nouveau encore, il faut considérer que nous sommes dans une perspective d'impasse si le dialogue et la discussion ne se mènent pas de façon sereine et honnête. Voilà tout ce que je demande. Maintenant, les différentes solutions qui sont avancées par-ci, par-là, pour moi, ça reste encore une espèce de jeu de ring. Voilà. Et il faut qu'on quitte le jeu de ring pour avoir maintenant un espace de la discussion, un espace de parole. Alors, je voudrais que l'on revienne sur cette conférence des forces vives qui a notamment planché sur le système de rémunération des agents publics de l'État, que vous avez sans doute suivi. On a eu cette
cette semaine une déclaration du MPP, le parti présidentiel, qui estime en tout cas que c'est un tournant décisif pour la fonction publique. Fin de citation, parce que là je les cite, l'expression tournant décisif est du MPP. Le CFOP, par contre, dans sa conférence de presse hebdomadaire, estime plutôt que certains participants à cette conférence de forces vives n'avaient pas en tout cas leur place dans le cadre donc, de ce regroupement-là et que le gouvernement gagnerait pour sa part à revoir sa copie du dialogue social. Voici une situation dans laquelle on se trouve où véritablement c'est un dialogue de sourds. Comment vous comprenez? Mais c'est ça qui est indigne pour les Burkinabés, c'est ça qui est indigne. C'est-à-dire qu'on se retrouve encore entre pouvoir, opposition, entre ceux à qui on demande et ceux qui doivent donner. Mais la configuration de la situation est une configuration beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, à savoir que ce n'est pas seulement les uns contre les autres. La question c'est maintenant où et comment, ensemble, nous allons vivre. Et pour cela, il ne faut pas laisser le débat entre les mains de ceux qui cherchent le pouvoir et de ceux qui cherchent à le conserver. C'est pour ça que je parle d'honnêteté. Alors, dans ces conditions-là, il faut élargir les espaces de discussion. Et je crois que l'intention du Forum des forces vives, c'était d'élargir le débat. Et ceux qui n'y sont pas allés ont pensé que c'était pour noyer le poisson dans l'eau. Vous voyez, donc il y a cette méfiance des uns et des autres qui ne permet pas du tout de poser les fonds. Parce que la question, c'est quoi? C'est vivre bien pour tout le monde. Et là-dessus, je suis absolument certain que nous sommes d'accord. Alors donc il y a à assainir ce climat-là pour permettre aux uns aux autres, effectivement, de regarder les Burkinabés, de regarder l'intérêt des Burkinabés, de regarder l'avenir du pays, et non pas seulement regarder son propre jeu, sa propre vie et sa propre, sa propre carrière. Alors, reçu par nos confrères de Savane FM, le président Roch Kaboré a dit que les conclusions de la conférence sur le système de rémunération ne sont pas définitives. Le président de FASO s'est dit, en tout cas pour sa part, ouvert au dialogue et propose notamment que les syndicats qui n'ont pas pu prendre part justement à cette conférence des forces vives puissent prendre quelque part le train en marche en participant aux différentes commissions et comités techniques qui seront mis en place pour opérationnaliser les décisions qui sont sorties justement de cette rencontre-là. Est-ce que c'est une alternative intéressante? De toute façon, il se met au-dessus de la mêlée. C'est son devoir. Et il le fait. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette tension entre les deux belligérants, ou les trois, je n'en sais rien. Mais il faut que quelqu'un se lève au-dessus de la mêlée pour dire, évidemment, nous devons préserver l'intérêt général, et la préservation de l'intérêt général oblige à la discussion, au dialogue, avec sincérité et avec honnêteté. C'est ça le cœur de la question. Et je pense qu'il ne faudrait pas que les enjeux d'ordre politicien viennent complètement miner le débat. Or, j'ai l'impression que ce sont les enjeux d'ordre politicien qui dominent toute la réflexion et qui fait qu'on doute des uns et des autres. Et ce doute des uns et des autres ne permet pas de dégager. Il y a une intelligence collective incroyable dans ce pays. Il y a une énergie incroyable. Vous sortez dans les villes, vous allez dans les marchés, vous êtes sur les routes. L'énergie des Burkinabés est absolument étonnante. Cette énergie-là, il faut que ceux qui ont la responsabilité de l'animer parce qu'ils ont le pouvoir et qu'ils ont le devoir de contrôler, etc., que ces gens-là soient à la hauteur de l'énergie de ce pays. Et ce pays-là demande la paix, la discussion, le dialogue. Dans les marchés, dans les champs, dans les villages, dans les campagnes et dans les grains de thé, tout le monde veut la paix et tout le monde veut qu'on prenne en compte son désir de vivre. Et pour moi, c'est ça qui manque. Et c'est ça qui fait que les problèmes, on a l'impression que les problèmes sont absolument insurmontables, alors qu'elles ne le sont pas. Nous avons surmonté des épreuves beaucoup plus importantes que ça. Maintenant, il s'agit de préserver un modèle social, de l'enrichir et de permettre de le transmettre à nos enfants. Est-ce que vous pensez que le président Kaboré sera entendu? Je l'espère. Au regard, en tout cas, de la sorte de bataille rangée qui se mène, ou de bataille de tranchées qui se mène actuellement. Je crois que pour qu'il soit entendu, maintenant il s'est exprimé, pour qu'il soit entendu, il faut que toute sa suite, ses collaborateurs, fassent la preuve et démontrent par eux-mêmes que la sincérité du chef de l'État, qui est, à mon avis, une belle sincérité, que cette sincérité-là ruisselle et percole dans tous les autres arcanes du pouvoir. Et c'est à eux maintenant d'assumer cette responsabilité à ce qu'on croit le chef de l'État.
Alors, au cours de cet entretien, le chef de l'État s'est aussi inquiété de l'ampleur de la fronde sociale d'une façon générale, en disant en substance qu'il ne faut pas que le Burkina devienne comme cette maison des singes où les uns détruisent pendant que d'autres construisent. Quel commentaire vous insiste cette déclaration? C'est une traduction. Non. Cette expression, justement, à Morée, elle a fait beaucoup sourire parce que, figurez-vous que j'ai regardé cette émission au village avec, mes cousins et mes cousines et mes oncles et mes tantes, et ça fait éclater de rire, ça a détendu l'atmosphère. Mais c'est vrai, c'est une belle image. La belle image, c'est quand vous tentez de construire et qu'il y en a qui veulent détricoter, c'est complètement difficile. Mais faisons attention. Je ne crois pas que ceux qui revendiquent veulent détricoter l'État. Je pense très sincèrement que les 27 années que nous avons passées a mis notre système administratif très mal à l'aise. Notre système administratif a été abîmé. C'est ça aussi la force d'une dictature. Ce pourquoi nous nous sommes levés, il faut bien quand même comprendre qu'il y a une raison pour laquelle nous nous sommes levés pour nous battre. C'est que le système dans lequel nous étions depuis 27 ans avait atteint ses limites et s'était abîmé. Donc aujourd'hui, le nouveau pouvoir, nous sommes là, il y a tous les chantiers qui sont ouverts. C'est normal que les fonctionnaires se disent aussi, écoutez, notre vie au service de l'État, au service de la nation, elle n'est pas juste. Et que nous demandons tout simplement que justice soit faite. C'est légitime. Mais je crois que cette justice ne peut être faite que si on regarde effectivement l'ensemble des iniquités qui traversent toute notre société et qu'il faut absolument donc traiter la question de la justice à tous les plans, y compris bien sûr la justice dans la rémunération des fonctionnaires de l'État. Alors c'est un argumentaire qui charge le régime Compaoré de tous les péchés du Burkina. Non. La réalité, si nous sommes tous sortis, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, il y a le régime, mais il y a l'État. Le régime, c'est celui qui avait la responsabilité de conduire les affaires de l'État. Ce régime est parti, on a vu ses dysfonctionnements, mais son dysfonctionnement a atteint les différents instruments de l'État. Il faut faire une espèce de, comme on disait quand on était étudiant, qu'on amenait une mobilette, la L2 chez le mécanicien, il faut un décalaminage. Le processus de décalaminage là, pour changer, regarder les pistons, regarder si le système de transmission fonctionne, est-ce que le carburateur est propre, etc. C'est ça qui est en train d'être fait. Et ceci ne peut être fait véritablement que si les uns et les autres sont sincères. Et cette sincérité, la boussole de cette sincérité, c'est de regarder l'avenir. Est-ce que vous direz qu'on a fait une insurrection à moitié? Oui, absolument. Je reste absolument convaincu que nous avons fait une insurrection à moitié. C'est-à-dire que nous n'avons pas assuré le service après-vente. Et toute la classe politique. Vous aussi compris, vous êtes responsable? Absolument. Alors, les questions de justice ont également été abordées. Pour le président Roch Kaboré, il ne lui appartient pas vraiment de répondre à ces questions, étant entendu qu'il y a une séparation des pouvoirs et qu'il n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je reviens à cette émission justement chez nos confrères de Savane FM. C'est une réponse juste parce que quand on regarde aujourd'hui les attentes en matière de justice, on se pose des questions. Vous voulez l'état de droit? L'état de droit, ce n'est pas si confortable à ses débuts. La seule chose qu'on peut espérer d'un état de droit, c'est qu'il garantit la justice et l'équité pour les uns et les autres. C'est que le plus faible ne sera pas contraint par le plus fort. Mais je crois que l'émergence d'un état de droit, sa construction dans un pays comme le nôtre est un défi énorme et que les choses vont se faire petit à petit. Alors maintenant, bien sûr, les questions spécialistes sur le droit, etc., il faut bien sûr mener cela, puisqu'il faut que ça rentre dans les habitudes des concitoyens, qu'on ne fait pas n'importe quoi et n'importe où, n'importe comment. Mais en même temps aussi, il faut que, parfois, on dépasse ce débat, trouver un autre espace où on va discuter, mais les yeux dans les yeux. Ce n'est pas seulement dans l'espace public qu'on peut traiter les affaires de l'État. Ce n'est pas dans la compétition, dans les discours, dans les slogans qu'on peut discuter des affaires de l'État. Il faut des espaces beaucoup plus confidentiels, des espaces où des hommes d'État, des fils et des filles de ce pays, peuvent se parler sans que ce soit
dans l'invective sans que ce soit dans l'espace public. J'ai comme l'impression que ces espaces de discussion-là qui permettent après que quand on est dans l'espace public pour discuter et pour partager ses opinions avec les concitoyens, que cet espace-là s'est amenuisé. Et ça m'inquiète. Parce que si cet espace est amenuisé, ça veut dire que si en dehors des médias, si en dehors de la confrontation politique, il n'y a pas d'autres espaces plus apaisés où les uns et les autres, au nom de l'intérêt général, au nom de l'État, peuvent penser, être créatifs sur les solutions à sortir de notre pays, ça veut dire tout simplement qu'effectivement, le désir et le besoin de réconciliation est absolument nécessaire. Alors, parlant de cet entretien sur la forme, la polémique relative au fait que le chef de l'État s'exprime en langue nationale mourée ne vous a sans doute pas échappé. Entre promotion de la langue nationale et risque d'apologie d'une certaine forme d'endo-impérialisme mouaga, les arguments sont, en tout cas, les avis sont partagés. Comment est-ce que vous rentrez dans cette polémique déjà? Vous voyez, à cause justement d'une polémique que je juge absolument stérile, on rate la cible. Quelle est la cible de cet exercice? Pour la première fois, le premier responsable de ce pays va parler politique dans une de nos langues. C'est à la fois une curiosité politique, une curiosité, littéraire. C'est une belle opportunité. Et c'est un défi qu'il lance à la classe politique. Vous savez, d'avoir appris la politique en français, nous avons appris à mentir à nos concitoyens. De nous être arrogé la compétence de la langue française, nous avons exclu de la discussion sociale nos concitoyens. Ramener nos langues au cœur du débat politique, c'est ramener l'honnêteté, la sincérité. Parce que vous pouvez parler en français et manipuler la langue, dire des choses avec beaucoup d'emphase, mais faites l'exercice dans votre langue. Parlez à vos concitoyens dans votre langue. Vous êtes obligé de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche. Parce que nos langues, quand il s'agit de parler à nos concitoyens, nous avons un devoir d'honnêteté. Parce que nos langues sont celles-là. Elles sont porteuses de cette nécessité de l'honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens. Donc moi, je pense que le débat a complètement contourné un peu ce qui était l'essentiel. Et d'ailleurs, ceux qui ont écouté, je sais qu'il y a une trentaine de radios qui ont retransmis l'interview du chef de l'État. Je sais qu'il y a eu plusieurs journalistes et qui ont travaillé sur les traductions pour que ça puisse passer et ruisseler dans les autres communautés. Et je sais en tout cas d'avoir entendu des gens qui ont regardé cette émission, qui l'ont écouté pendant 5 minutes, qu'ils avaient l'impression qu'enfin on leur parlait. Et moi je pense que c'est le devoir maintenant de tous les collaborateurs du chef de l'État, des ministres du gouvernement, de prendre exemple sur cet exercice-là pour faire en sorte que ce qu'il a dit pendant 100 minutes, dans toute la soixantaine de langues dans notre pays, qu'aucune signification de tout ce qu'il a raconté ne passe inaperçue au sein de nos communautés. Alors, on aura amorcé quelque part aussi un nouveau départ sur le devoir de redevabilité vis-à-vis de la population, à savoir que nous pouvons venir chez vous et non pas seulement vous dire des slogans, vous faire des promesses démagogiques, communiquer avec vous, mais créer avec vous un espace de partage, un espace de dialogue. Et je crois que c'est le rôle de l'élite politique, c'est le rôle, au lieu de seulement dire, mais d'installer des espaces de discussion sociale avec leur population. Nous enrichirions comme ça davantage notre manière de gouverner. Est-ce que vous direz que ce débat est symptomatique d'un certain malaise, je dirais, dans la construction de l'État-nation? Est-ce que la question des nationalités pourrait un jour surgir et mettre à mal, en tout cas, la construction nationale? L'intelligence de nos cultures ont réglé une partie de cette problématique. La manière dont nos cultures se sont imbriquées, où les mariages se sont faits, la manière dont nos sociétés ont trouvé les mécanismes pour pouvoir se parler à travers la parenté à plaisanterie, à travers un certain nombre d'emprunts, de rites, etc. L'intelligence collective de notre nation a réglé une partie de ce problème. Notre devoir aujourd'hui, c'est que nous
nous puissions être empreints tellement de cette culture, parce que quelque part, je pense que c'est le manque de culture qui amène tout simplement à nous crisper sur ce qui est en train de se passer. Les gens ne se posent pas de questions. Quand vous arrivez dans une région de Tinkodo comme ça, il y a des gens qui parlent Bissa, qui parlent Mouré, il y a des gens qui parlent Yana. Donc il y a des bassins linguistiques comme ça, de plurilinguisme, où les gens parlent plusieurs langues. C'est pareil. C'est ça la réalité, c'est ça la vitalité de notre société. Est-ce que la politisation à outrance justement de cette société ne fait pas courir des risques de repli identitaire et communautaire justement susceptibles de mettre à mal justement cet État-nation que nous sommes en train de bâtir? Je soupçonne les élites de faire la question ethnique ou régionale un argument de compétition pour se positionner. Je viens de telle région et je me fais sentir de cette région. Je soupçonne l'élite politique de travailler à cela et c'est dangereux. Il faut justement qu'où qu'on se trouve, ce ne soit pas seulement le lien ombilical avec la patrie, la terre et la mer qui soit par exemple notre légitimité à défendre l'intérêt des Burkinabés, mais que ce soit tout simplement parce que nous sommes Burkinabés, citoyens de ce pays, où que nous nous trouvons, eh bien nous pouvons défendre la patrie tout entière. Mais je soupçonne effectivement l'élite politique de jouer le jeu de régionalisme et de les langues et des territoires pour pouvoir avoir une place. Parce qu'on a fait croire à un moment donné que la question du quota était une manière d'entretenir l'État. Le quota égalitaire, etc., entre telles régions, que ça gérait l'équilibre de l'État. Une certaine forme de géopolitique. De géopolitique. Elle est dangereuse. Cette conception qu'on a fait durer, elle est très dangereuse. Non, il ne faut pas gérer la question de cette manière. Il faut tout simplement construire un citoyen ou, par exemple, être à Gawa, être né à Gawa et servir à Fada, être né à Gorom Gorom et être député originaire de Manga, soit tout à fait naturel, parce que ça dépendra du lieu que vous avez choisi de faire votre combat politique en tant que Burkinabé. Mais le jeu dangereux qui consiste à convoquer systématiquement la question des régions comme étant garant de la construction de notre État, et pour moi, c'est quelque chose de dangereux. Il faut qu'on soit beaucoup plus à la hauteur de l'intelligence collective, l'intelligence de nos sociétés qui ont réussi à construire entre les différentes langues et bien, des traversées, des ponts, des passerelles, et qui fait que, ben voilà, aujourd'hui, je peux me moquer d'un Gourounsi, je peux me moquer d'un gars de Waïouia, parce que tout simplement, il y a une histoire qui nous lie et je n'ai aucun problème avec ça. Justement, est-ce que la question de la chefferie coutumière et des leaders religieux participe quelque part de cette situation de risque que notre société pourrait encourir? Non, c'est une chance. Parce que vous me posez là un problème avec deux aspects. Nos chefferies traditionnelles, c'est-à-dire notre manière de marquer le territoire par nos traditions, est une force. Nos appartenances religieuses et la manière dont ces appartenances ont pu dialoguer pendant plusieurs années sans accroc est une force. C'est la manipulation de ces espaces-là aux fins de compétition politique, de carrière politique qui est dangereuse. Et je demande à ce que les uns et les autres en aient conscience. Parce que nous changeons d'époque et ces glissements-là peuvent après se sédimenter et devenir finalement en fait des socles alors qu'elles ne sont pas des socles. Elles sont des créations d'hommes politiques, de femmes politiques en compétition et qui ont toujours utilisé les espaces leviers. Les chefferies traditionnelles sont des espaces leviers, les espaces religieux sont des espaces leviers et qui les utilisent comme des espaces leviers. C'est très dangereux de faire ça. Il faut les aborder avec honnêteté parce qu'ils font partie de notre patrimoine et on peut construire notre pays sans instrumentaliser les uns et les autres. Alors, on revient sur le Front social pour évoquer cette fois-ci la colère du syndicat national des travailleurs de l'agriculture, très mécontent en tout cas de la mise en œuvre de la politique agricole, et ils l'ont fait comprendre au cours d'une conférence de presse donnée ce jeudi. Pour le Sinatrag, donc, les dotations, notamment en intrants, représentent 1 à 9% des besoins du monde paysan. Le syndicat estime, ou en tout cas dénonce ce qu'il qualifie également de politisation des opérations de distribution de ces intrants-là. Est-ce que c'est une colère que vous comprenez? Oui, parce que c'est le socle même de notre richesse nationale. C'est l'agriculture et l'élevage. Et tous nos efforts, toute notre lucidité vis-à-vis du monde paysan devrait être chargé d'une très grande honnêteté et en même temps aussi d'une très grande créativité parce qu'ils font face à un défi d'ampleur, le changement climatique.
ils font face à un défi d'ampleur qui est que pendant des années, on leur a vendu des OGM, et que donc tout ça a été mal contrôlé et qu'aujourd'hui, la question de la famine, la question de la paupérisation des sols est un enjeu de survie pour notre société. Donc il faut absolument que sur ces questions-là, il n'y ait pas de jeu politique et que sur ces questions-là, il y ait véritablement un regard professionnel, concret, pour regarder quelles sont les défaillances de notre système agricole. Et que donc, si alors un syndicat veut attirer l'attention sur le péril dans le monde de l'agriculture, avec des données scientifiques, avec alors là, il faut être très très attentif, parce que c'est le socle même. Et que ce n'est pas seulement un enjeu pour le Burkina, c'est un enjeu mondial aujourd'hui. Nourrir la planète représente aujourd'hui un défi énorme, parce que nous sommes dans un défi écologique, nous sommes aussi dans un défi de changement climatique, et qu'on cherche toutes les solutions aujourd'hui, et que donc nos paysans, on ne peut pas les laisser à la merci, par exemple, des aléas politiques ou des aléas de la communication politique. Il faut vraiment les prendre au sérieux et essayer de voir dans quelle mesure on peut les accompagner, parce que il y a un doute. Aujourd'hui, par exemple, ce matin, je discutais avec mes cousins. Ils se disent, si, passé le 10 juillet, ils n'ont pas semé le sorgho, c'est fini, c'est foutu. Mais en même temps, il disait, mais depuis là, peut-être qu'il faudrait étudier la manière dont le glissement climatique se fait dans notre pays pour inventer des semences qui s'adaptent à ce glissement. Et que les paysans soient impliqués dans le processus de réflexion de manière à anticiper les défis climatiques auxquels ils font face matin, midi et soir de façon concrète chez eux sur leur terroir. Pour moi, l'enjeu de l'agriculture et de l'élevage, c'est un enjeu central. L'actualité, c'est aussi l'arrestation de Naïm Touré, un cyberactiviste déféré en tout cas par la suite à la MACO, la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Démoralisation des forces de défense et de sécurité, incitation de ces mêmes forces de défense et de sécurité à former un complot contre la sûreté de l'État, incitation à trouble à l'ordre public, seraient en tout cas les infractions qu'on lui reproche. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Naïm Touré? Est-ce que vous vous souvenez de la raison pour laquelle il a fait le poste? Oui. Tout le monde est focalisé aujourd'hui maintenant sur la mesure répressive qui tombe sur lui. Pour moi, c'est dommage. Son indignation a raté une cible. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un garçon qui a une conscience politique du monde. Mais voilà qu'une maladresse de langage déplace la cible de son indignation. Et c'est absolument dommage. Il a été en colère contre quelque chose qui, dans le fond, est juste. Qu'est-ce qu'il demande? Que l'État fasse son devoir par rapport à un fils qui a risqué sa vie pour la nation. Cette indignation, elle est noble. Je voudrais que mon enfant puisse s'indigner devant une telle situation. Ça voudrait dire que je lui aurais transmis les valeurs de solidarité et les valeurs d'une conscience politique aiguisée pour traverser le monde. Mais voilà qu'une maladresse dévie complètement le sujet. Il tombe sous le coup de la loi. C'est dommage. Mais j'ai toujours pensé que pour critiquer, il faut connaître. Et pour connaître, comme disait Saint-Augustin, il faut aimer. Et qu'il y a un manque de beauté dans l'indignation. Il y a un manque de responsabilité dans l'indignation. Il y a un manque d'exigence. Quand on devient un personnage public et qu'on porte les espoirs et les rêves d'un plus grand nombre, on a une responsabilité de faire en sorte que on ne se trompe pas sur ce sur quoi on s'indigne. Mais il a déplacé la cible. J'espère tout simplement que ça va être pédagogique. Je ne pense pas qu'ils vont le garder plus longtemps. J'espère, sauf s'il y a autre chose. Mais au moins, ça a eu la valeur d'une pédagogie. Il faut que notre indignation par rapport à l'iniquité s'habille d'une certaine beauté pour être entendue.
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont vent debout, notamment sur les réseaux sociaux, pour demander purement et simplement sa libération. Oui, mais ce que je vous ai dit, on a raté la cible, la question n'est pas là. C'est maintenant lui le héros. Ce n'est pas le soldat qui doit être qui est évacué, ce n'est pas le soldat qui est le héros, c'est lui le héros. Ce n'était pas son intention, j'espère. Je ne crois pas que ce soit son intention. C'est une maladresse. Moi, j'aurais aimé qu'aujourd'hui, notre concentration soit sur ce héros qui a fini d'être qu'on a fini par évacuer et qu'on s'intéresse sur ce qui se passe sur sa santé et qu'il nous revienne et qu'on aille l'accueillir en disant voilà quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Il y a justement ce débat sur cette affaire de cyberactivisme, on va dire, où quelque part on se demande si en tant que cyberactiviste, on a le droit de tout dire. Est-ce qu'on a le droit de tout faire? Est-ce que le cyberespace est-il devenu un espace de non-droit? C'est un débat qui traverse la société aujourd'hui. Est-ce que, quelque part, parce que l'arrestation et l'incarcération de Naïm Touré, en tout cas pour le temps qu'il est actuellement en détention, est perçue par un certain nombre d'activistes ou d'acteurs de l'espace public burkinabé comme une atteinte grave à la liberté d'expression? Il faut faire attention. Moi, je suis pour que la préservation des espaces de liberté et leur élargissement. Donc, parfois, il ne faut pas profiter aussi d'une situation pour donner raison à tous ceux qui sont à l'affût et qui cherchent l'occasion rêvée pour restreindre davantage les libertés. Donc, je suis un véritable défenseur des espaces de liberté. On fera des erreurs, la loi sanctionnera. Et je pense aussi que dans nos pays, par exemple, la loi est là dans une certaine période pour faire œuvre de pédagogie, pour que quand même les uns et les autres se rendent bien compte qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas que le prétexte d'un certain nombre de dérives donne la possibilité de durcir davantage les règlements et qui limite l'élargissement des espaces de liberté. Il faut davantage le faire. Alors, je crois que c'est comme au début des années 90, avec le retour du multipartisme et l'arrivée des nouveaux médias, à savoir les radios, la presse privée libre, etc., qui ont participé à l'élan de démocratie dans nos pays. Nous sommes aussi de nouveau à une phase où les nouvelles technologies de l'information et de la communication ouvrent des espaces de liberté pour plus de participation. Et je crois que c'est une chance, c'est une opportunité parce qu'il faut voir aussi ce que ces réseaux sociaux et ces espaces-là nous offrent la possibilité de connaître du monde, de connaître tous les problèmes et de pouvoir aussi jouer notre rôle de veille citoyenne auprès des gouvernants. Ça, c'est absolument important. Mais, je dis encore, il ne faut pas que certaines pratiques dérivent et donne l'opportunité et l'occasion à tout pouvoir, dont le principe, c'est quand même de restreindre les marges de manœuvre des citoyens, que ce pouvoir-là puisse exercer ce droit-là de façon à restreindre ses libertés. Alors, le Burkina vit avec la réalité du terrorisme depuis 2015. Une liste de 146 personnes recherchées a été publiée par le ministère de la Sécurité et 3 d'entre eux, en tout cas, auraient déjà été appréhendés, dont un conseiller municipal du village de Koutoukou, donc, dont le maire avait fait l'objet d'un assassinat ciblé. Est-ce que c'est le signe que les choses avancent sur le front de la lutte antiterroriste? C'est ce que nous espérons. En tant que citoyens, c'est ce que nous espérons. On a souvent critiqué le fait, par exemple, que le dysfonctionnement des forces du dispositif des forces de renseignement a été préjudiciable, par exemple, à notre sécurité. Si aujourd'hui on voit que les choses évoluent, on ne peut qu'encourager et espérer tout simplement que dans un domaine aussi sensible, la collaboration effectivement des citoyens va nous permettre, dans une sorte de cohésion nationale, de venir à bout de leaders terroristes. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup d'espoir parce que ça participe aussi à rassurer les uns et les autres, parce que la situation est grave et parfois on l'oublie. Et c'est le fait d'oublier parfois que la situation est extrêmement grave qui fait que certaines façons de faire et qui n'en prennent pas en compte la gravité de la situation donnent l'impression à certains de nos concitoyens qu'on veut les laisser de côté, quoi. Alors, les épreuves du BPC se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire, à l'exception de certaines parties du nord et du Sahel burkinabé.
il y a environ 3000 candidats qui sont concernés et qui n'ont pas pu composer. Ce qui est envisagé par le gouvernement, c'est de les regrouper tous dans les SOUM, notamment à Djibo, d'organiser une session spéciale après leur avoir donné, bien entendu, un certain nombre de cours de rattrapage, en tenant compte du fait que ça fait déjà quelques mois qu'ils ne pouvaient pas suivre les cours. Est-ce que vous pensez que c'est une perspective intéressante par rapport justement à ces élèves-là? Oui, parce que bon, je suppose qu'ils ont tourné la question de fond en comble et que c'est cette solution-là qui est la plus appropriée pour l'instant. Moi, j'aurais voulu quand même que, comme nous sommes prompts à nous indigner, comme nous sommes prompts à chercher des solutions citoyennes, qu'il y ait des initiatives citoyennes qui fassent des propositions par rapport à ce qui se passe. J'ai entendu des gens dire comment est-ce qu'on va faire pour la rentrée prochaine. J'aurais aimé voir que ce pays-là, qui est animé par le désir de changement, par le désir de participation, par le désir d'initiative pour reconstruire un peu ce pays, qu'il y ait des propositions citoyennes qui viennent en complément de ce que l'État pense faire. Et des collectivités territoriales, une espèce de solidarité entre les collectivités territoriales, qu'il y ait une espèce de vent de solidarité. Bon, peut-être que ça viendra. En tout cas, c'est l'occasion pour moi ici de lancer un appel à tous ceux qui sont dans les groupes de discussion, toutes les initiatives citoyennes, qu'on regarde ce que chacun d'entre nous peut faire par rapport à la situation au Nord pour proposer aussi des solutions alternatives et que peut-être dans la synergie des solutions alternatives, on vienne ainsi témoigner notre solidarité par rapport à ce qui se passe dans le Nord. C'est inadmissible qu'un père de famille, une mère de famille soit là couché, les autres enfants sont en train de faire leurs examens, se préparer à leurs examens, et eux, ils ne savent pas si leurs enfants vont pouvoir le faire. Et qu'ils soient face seulement à l'État. Il faut alors en ce moment-là que le sentiment de solidarité, qui a toujours été un sentiment très burkinabé, que de ce point de vue-là aussi, il y ait des sursauts, qu'il y ait des appels, à ce niveau-là, pour qu'ensemble, on regarde ce que nous pouvons aussi avoir comme proposition. Mais c'est une question très sérieuse. Aristide Tarnagda, Grand Prix littéraire d'Afrique noire 2017, avec notamment son ouvrage Terre rouge, façon d'aimer. Il est le 3e burkinabé, après donc Maître Passere et Patrick Ilboulo, à obtenir cette distinction-là. C'est un garçon que vous connaissez bien. Comment est-ce que vous réagissez à cette distinction? D'abord une fierté, parce que Aristide Tarnagda, c'est un grand écrivain, un grand auteur. C'est aussi quelqu'un qui a eu un parcours dans le sillage à la fois du théâtre La Fraternité, où j'ai passé ces 10 années. C'est aussi quelqu'un qui a été révélé au Récréatral en 2004, quand on a mis en place l'atelier d'écriture du côté court pour essayer de travailler à l'émergence de nouveaux auteurs. Donc son parcours est exceptionnel, son parcours c'est un motif de fierté. Et qu'il reçoive ce prix aujourd'hui avec ces 2 œuvres, La Terre rouge et Façon d'aimer, des mains de l'association des écrivains de langue française. Donc que cette reconnaissance soit une reconnaissance de la part de ses pairs est pour moi une très très grande fierté. C'est aussi peut-être pour moi aussi la double fierté, c'est qu'au moment où il prend la direction des Récréatrales que j'ai fondées, que sa légitimité propre donne un visage nouveau à l'identité des Récréatrales. C'est la transition pour aborder l'actualité internationale, à commencer par une session du bureau politique du PDCI RDA qui tranche pour la formation, en tout cas, d'un parti unifié des oufouettistes après la présidentielle de 2020. C'est un débat qui se mène au bord de la lagune Ébrié depuis plusieurs mois déjà. Comment est-ce que vous analysez cette dernière prise de position du bureau politique du PDCI RDA? Eh bien voilà, vous voyez, on peut s'attendre à tout avec les partis politiques, avec la parole politique. Je crois que c'est parce qu'il y a un doute entre le deal que les uns et les autres avaient fait pour gérer le pouvoir après la tragédie de l'après Laurent Gbagbo, et que c'est ça qui fait aujourd'hui problème. Et donc du coup, le PDCI RDA, en ne voyant pas une des clauses de leur entente, à savoir que pour 2020, c'était un candidat issu du PDCI RDA, n'étant pas sûr que cet arrangement-là puisse se faire, eh bien, ils montent les enchères en disant, bon, ben voilà, on fera le rassemblement après les élections. Et comme c'est leur congrès ordinaire qui est en mesure de prendre la décision et
le fait de reculer le congrès ordinaire après 2020, c'est tout dire. Donc il y a une crise de confiance entre les mastodontes du pouvoir aujourd'hui qui conduisent le destin des Ivoiriens. Notre souhait à nous, Burkinabés, c'est que les choses se passent au mieux. Nous ne pourrons pas survivre à une nouvelle crise ivoirienne, surtout dans un contexte où nous-mêmes, nous serons aux élections en 2020, dans un contexte où nous sommes en train de lutter contre le terrorisme et dans quelle lutte nous sommes obligés d'avoir une synergie régionale. Donc il y a un besoin urgent de stabiliser la région avant d'espérer résoudre les défis qui se présentent aujourd'hui. Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous devons y être absolument attentifs. La démission du Ghanéen Daniel Batidam du Conseil consultatif de lutte contre la corruption, qui est un organe de l'Union africaine, fait aussi l'actualité. Une démission de protestation contre une gouvernance, en tout cas qu'il juge gangrénée par la corruption. C'est un acte courageux, vous direz, ou plutôt suicidaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, l'Union africaine devrait justifier à ses concitoyens africains les véritables raisons. C'est une institution, vous savez, qui n'est pas très connue par les citoyens africains. Parce qu'elle ne vit pas avec nous au quotidien quand on traverse les frontières. Il y a toute une série de choses, de mesures qui sont en train d'être prises pour qu'on ait une identité africaine à travers... mais voilà, si aujourd'hui un des cadres de l'Union africaine dénonce la corruption, pour moi, c'est même pas courageux, c'est évident. À ce niveau de responsabilité pour le devenir de millions et des millions d'Africains, il est impensable quand même qu'à ce niveau-là, il y ait une forme de laisser-aller et qu'il y ait un soupçon, par exemple, d'une malgouvernance au sein de l'institution fêtière d'Afrique. Moi, je suis dans l'espoir que, comme c'est Kagame, le président rwandais, qui est le président de l'Union africaine cette année, il va essayer de regarder comment nettoyer les écuries d'Ogias et de faire en sorte de laisser, à la suite de lui, puisqu'il est monsieur gouvernance, monsieur propre, de laisser une Union africaine beaucoup plus crédible vis-à-vis des autres organisations internationales et continentales, une institution aussi au service du panafricanisme, parce que finalement, ça c'est le désir profond de la jeunesse africaine, et de laisser aussi une institution dont on peut être fier parce qu'elle a un mandat avec un contenu d'action très clair pour travailler à l'unité de l'Afrique et donc à la résolution des crises qui sont des crises africaines et que malheureusement, depuis quand même un certain temps, c'est ailleurs que nous allons résoudre nos problèmes et plus jamais chez nous. Merci d'être passé sur ce plateau, M. Minungo. Merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.